Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. McCrispy strips are now at McDonald's. Tender, juicy, and its own sauce. Would you look at that? Well, you can't see it, but trust me, it looks delicious. New McCrispy strips, now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Salut à tous et bienvenue sur Touchdown Actu pour un nouveau rendez-vous NFL. Un jour, une pastille consacrée au débrief des drafts NFL, de la draft NFL 2025 qui s'est tenue le mois dernier du côté de Green Bay. Et aujourd'hui, focus sur les Buffalo Bills. Et pour en parler, j'ai l'honneur et le privilège de retrouver avec moi Monsieur Alexandre Locke. Salut Alex. Salut Greg, bonjour à tous. Un vrai plaisir d'être avec toi Greg, ça faisait un moment. Exactement. Et plaisir partagé, hein. On est un peu moins dans l'instant, je vais le dire, j'ai gaffé un petit peu en off, donc du coup ça a gâché un petit peu nos retrouvailles, c'est dommage. Voilà, l'émotion était plus palpable la première fois, mais on ne vous mettra pas le rater exprès pour ça. Bon bref, nous allons donc parler des Buffalo Bills, Alexandre, avec notamment donc là on commence vraiment à rentrer dans les dernières équipes, dans les dernières pastilles, donc là on est sur les formations, où il y a un petit peu moins de besoins, mais forcément c'est aussi des équipes à qui il manque peut-être un ou deux éléments. Justement pour potentiellement aller chercher le titre. On sait que c'est un objectif majeur du côté de Buffalo et où on se casse souvent les dents, notamment en finale de conférence et notamment face aux Chiefs. Donc pour tenter d'y remédier, on a été assez actif sur les échanges. Alors beaucoup de choix en fin de draft pour cette équipe de Buffalo, mais je vais vous narrer tout de suite les 9 joueurs qui ont été sélectionnés par Brandon Beane et Sean McDermott au cours des 7 tours prévus lors de l'événement. Avec au premier tour Maxwell Hairston, le cornerback de Kentucky. On avait ensuite au deuxième tour TJ Sanders, defensive tackle de South Carolina. Au troisième tour, on a eu la sélection de London Jackson, defensive end d'Arkansas. Nouveau joueur de ligne défensive au quatrième tour avec Dion Walker, le defensive tackle de Kentucky. Et ensuite, on a retrouvé au cinquième tour Jordan Hancock, defensive back d'Ohio State, et Jackson Hobbs, tight end de Georgia Tech, avant de retrouver au sixième tour Dorian Strong, cornerback de Virginia Tech, et Chase Lunt, offensive tackle de Connecticut. Le dernier choix pour Buffalo dans cette draft, c'est au septième tour avec Caden Prater, receveur de Maryland. Alors, énormément de choses, Alex. Beaucoup de choix défensifs. On n'a pas moins de 3 defensive backs, on dirait 3 cornerbacks, même si Jordan Hancock est peut-être plus un nickel. Beaucoup de joueurs également sur la ligne défensive. Est-ce que tu as une principale satisfaction tout d'abord en voyant globalement ce panel 2025 de Buffalo? Écoute, sur l'ensemble du panel, je pense que c'est plutôt très cohérent avec les besoins et avec ce qu'on pouvait identifier comme faiblesse du côté des Bills après notamment la nouvelle défaite en playoff contre les Chiefs, à savoir un manque de talent dans le backfield défensif. Euh, et quelques trous encore, enfin ou quelques légèretés, on va dire, sur la ligne défensive. Alors bien sûr, on peut éventuellement souligner l'absence de receveur de manière un peu plus précoce, parce que le seul receveur, c'est le septième tour. On aurait pu se dire une arme pour Josh Allen, mais bon, il a montré que il pouvait être MVP sans forcément un receveur, un vrai receveur numéro un. On donne aussi un peu confiance en Keon Coleman pour sa deuxième saison, qui va peut-être monter en puissance. Donc, pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est bien pensé. Il n'y a pas d'anomalie. C'est vrai que là,
principale satisfaction, je trouve quand même, et je l'avais quand même plus ou moins souligné au sortir de leur élimination en finale de conférence, c'est que on avait toujours cette sensation un peu que dans les tranchées, il manquait toujours un petit quelque chose. C'était pas, ça voulait pas forcément dire qu'ils n'avaient pas considéré ce besoin. Ils avaient beaucoup misé sur des vétérans. On pense à un Van Miller lors des dernières années qui avait été recruté. Alors Grégory Rousseau, ça a mieux fonctionné qu'Edge Penessa, mais ils avaient aussi investi sur la ligne défensive justement pour continuer à être un peu dissuasif dans ce domaine-là. On avait senti quand même un petit déchet entre guillemets sur l'intérieur de la ligne au moment de générer de la pression en finale de conférence face à Kansas City. Ils vont chercher deux defensive tackles, donc en soi, je te rejoins là. C'est quand même une logique implacable. Après, c'est vrai que si on commence à aller un petit peu sur les choix qui font un peu tiquer, et tu commençais forcément à en parler, c'est vrai que on va dire que la défense qui était déjà très riche sous Sean McDermott va rester extrêmement riche, hein, puisque en effet, tu le précisais, sur 9 choix, on a quand même 7 défenseurs qui sont draftés. Alors je sais que Raphaël aime bien ça, hein, quand on renforce une force par exemple, mais c'est vrai que d'un point de vue offensif, tu le soulignais, Josh Allen est MVP, paradoxalement peut-être la meilleure lors de la meilleure saison de James Cook au niveau du jeu au sol. C'est peut-être bien aussi de le mettre dans les meilleures dispositions. On n'a peut-être pas forcément cette sensation-là au sortir de cette draft. Alors, je suis assez d'accord maintenant. Il faut le prendre forcément avec le parallèle de la free agency où ils ont recruté des receveurs. Alors, certes, c'est pas les noms les plus clinquants, mais cette année, il n'y avait pas non plus des superstars de disponibles. Mais ils ont ajouté Joshua Palmer, ils ont ajouté Elijah Moore très récemment. Il y a Laviska Shenault aussi. Moi, j'y crois encore. Je l'aimais Je beaucoup je sais quand pas si, il a été drafté. Bon, il est un peu disparu, mais ouais, je sais pas si ça rassure les fans de Buffalo, mais il me semble qu'Amari Cooper est toujours free agent, hein, Amari Cooper est toujours free agent, absolument. ils ont tradé pour Euh, lui l'hiver dernier, donc sait-on jamais. Donc peut-être qu'il peut revenir à bas coût. Après, ils ont prolongé Khalil Shakir aussi, qui a fait une très bonne saison l'année dernière par rapport aux attentes initiales sur lui. Donc, et puis comme j'ai dit, je pense que Keon Coleman devrait prendre un peu d'épaisseur cette année. Je suis pas inquiet. Voilà, je suis pas inquiet. Après, on sait aussi comment ça marche la NFL. On sait qu'en milieu de saison, ils auront peut-être des opportunités d'échange. Ils ont déjà montré qu'ils étaient pas timides là-dessus, parce que notamment, ils étaient allés chercher Rasul Douglas à Green Bay il y a 2 ans pour renforcer le poste de corner. Donc, si vraiment ils estiment que finalement ils sont légers, Brandon Beane, il saura, je pense, faire le nécessaire. Oui, l'autre chose qui me fait un petit peu tiquer, c'est que je le disais aussi, c'est vrai qu'il y avait cette volonté très clairement d'instaurer peut-être un peu plus de pass rush sur l'intérieur de la ligne. Et c'est vrai que sur les profils, alors j'aime bien les joueurs. TJ Sanders de South Carolina, on l'a dit, il y a une marge de progression qui est pas inintéressante. C'est un joueur qui a été extrêmement polyvalent dans tout ce qui a été mis en place par les Gamecocks tout au long de la saison et qui a vraiment contribué sur cette ligne défensive, en tout cas qui a permis de libérer des brèches. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le profil pour générer lui de la pression? C'est là où c'est un peu compliqué. Il apparaît vraiment plus comme un profil de run stopper selon moi. Sachant que Dion Walker est peut-être beaucoup plus dissuasif, lui qui était vraiment un profil de nose tackle ultra dominant sur l'intérieur de la ligne, en tout cas dans ses premiers mois à Kentucky. Mais on ne sait pas trop à quel sein on va se vouer, on va dire, vu ce qu'on en a vu en 2024, avec des problèmes de blessures, une inconstance qui s'en est suivie derrière. C'est-à-dire que c'est un peu le... Sur le papier, on a un peu cette étiquette du Michael Williams du pauvre, c'est-à-dire qu'on nous dit, bah, sur le papier, il a été blessé. On est censé en avoir beaucoup plus. Maintenant, on en a vu beaucoup. On en a pas vu suffisamment, notamment dans les matchs qui comptaient, les matchs intra-conférence, pour se dire que Dion Walker, ça peut être un joueur suffisamment efficace sur la durée. Donc c'est vrai que ça peut quand même soulever quelques questions. Il y a quand même London Jackson, en effet, pour générer un peu plus de pression sur l'extérieur. Mais encore, est-ce que c'est le pass rusher le plus évident de cette classe? C'est là où c'est moins sûr, mais en tout cas, à coup sûr, c'est des joueurs qui, sur le run stop, vont pouvoir apporter quelque chose très clairement. Ouais. Après, c'est vrai que ça donne surtout l'impression d'être des joueurs avant tout de rotation dans un collectif qui est déjà bien huilé. Tu l'as dit, il y a un Greg Rousseau qui est bien installé, donc Landon Jackson, il va venir derrière forcément comme solution numéro 3 parce qu'en numéro 2 ils ont recruté Joey Bosa, il y a toujours Adji Penessa. Sur l'intérieur de la ligne, je te rejoins maintenant, Deon Walker, il est pris au 4e tour, donc finalement, c'est pas si cher payé pour un joueur qui avait une cote nettement plus élevée, enfin qui avait Mhm. démontré des choses qui laissaient espérer un avenir brillant en NFL. Donc
finalement, au quatrième tour, ça vaut le coup. Daquan Jones, qui a un profil qu'on pourrait qualifier de similaire, qui est donc qui serait devant lui dans la rotation, et plutôt sur la deuxième partie de sa carrière. Donc, finalement, je pense qu'il y a bien sûr, il faut gagner maintenant, et je le vois plus peut-être, c'est peut-être plus évident avec notamment le besoin sur le poste de corner. Euh, mais je trouve pas ça inintéressant cette réflexion sur la ligne défensive parce que la saison est longue, la FC c'est compliqué, voilà, mettre un peu plus de rotation avec un peu plus de talent parce qu'ils ont toujours eu beaucoup d'intérieur, de linemen intérieurs, mais ça a toujours manqué un peu de talent derrière Ed Oliver. Donc là, Sanders et Walker, je pense que ça peut être assez vite des joueurs importants. Et tu le disais, en effet, on va forcément revenir sur ce premier choix un peu plus en détail. Trois cornerbacks, je le disais, sélectionnés. Alors Jordan Hancock, qui en effet peut peut-être être sur un profil un peu plus nickelback. Dorian Strong, c'est peut-être plus pour apporter un peu de physique sur le run-stop, sur les extérieurs. En tout cas, il a cette bonne réputation du côté de Virginia Tech. Maxwell Hairston, alors faut voir un petit peu ce que ça va donner parce qu'il y a des... D'ailleurs, c'est la même université, hein, Dion Walker, hein, c'était les deux stars défensives Ouais. de Kentucky l'année dernière et deux joueurs qui malheureusement ont eu des saisons un petit peu perturbées par les blessures. Là, à l'inverse, il pose peut-être un peu de questions sur le run-stop, mais c'est sûr qu'on va rechercher avant tout l'aspect playmaker qui manque très clairement, pardon, Alex. Bah, c'est ça, Airstone, c'est vraiment potentiellement le playmaker sur les extérieurs qui leur manque depuis un petit moment. Alors, ils ont fait revenir Tredavious White, mais il faudrait voir dans quel état, parce qu'à l'époque, il était très bon quand il était à Buffalo. Mais Maxwell Airstone, il a brillé par sa vitesse, il s'est signalé par sa vitesse, notamment au combine, où il a fait un temps canon. Euh, C'est pour moi, ils ont déjà un cornerback établi, un cornerback numéro un établi avec Benford qui s'est vraiment révélé ces deux dernières saisons. Donc Hairston, il n'arrive pas avec cette pression d'être tout de suite le corner numéro un comme ça avait pu être le cas de Kaiir Elam quand il a été drafté aussi au premier tour Hmm. par les Bills il y a quoi, ça doit faire 3 ans maintenant. Il va avoir un petit peu de temps malgré tout, même si il joue le titre, mais sans cette pression. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, il arrive en numéro 2. Donc c'est un peu plus facile à porter. Il y a un Taron Johnson en nickel qui est aussi bien établi et qui est plutôt bon. Donc il rentre sur une ligne de corner qui est intéressante et lui il apporte un truc en plus voilà avec cette vitesse et je pense ses capacités de playmaker. Moi c'est un joueur que j'aimais bien. J'avais même milité si tu te souviens pour qu'on fasse une fiche pour lui. J'étais assez satisfait de ce choix pour Buffalo. Je pense que rapidement ça peut faire une belle paire avec Benford. Benford, ouais. Et pareil, alors le petit bémol qu'on pourra dire, alors je vais te demander ta note tout de suite, mais c'est vrai que l'autre petite chose qu'on aurait pu dire, c'est que c'est vrai qu'on investit beaucoup sur les corners. Est-ce qu'on aurait peut-être pu s'attarder par exemple sur un safety? C'est vrai qu'en soi, on a vu des bonnes choses, notamment de Hamlin et ah, j'ai oublié l'autre bien entendu, Taylor Rapp, l'année dernière. Est-ce que ça aurait peut-être pas nécessité d'avoir un peu plus de renfort dans ce secteur-là, surtout que tu perds souvent contre une équipe qui a quand même un tight end un petit peu confirmé dans la ligue. Ouais. C'est le petit Alors point d'interrogation. écoute, pour moi, Hamlin, il n'a pas l'envergure d'un titulaire. Toute la sympathie qu'on a pu avoir pour lui avec ce qu'il y est arrivé il y a 2 ans, je pense que c'est quand même, ça reste un joueur on va dire, remplaçant, enfin vraiment annexe. Il n'a pas l'envergure pour jouer Oui, le titre avec à la Buffalo. base, c'est un spécial teamer, ouais. Voilà. Hmm. Et je pense que la solution, ils l'ont peut-être déjà avec Cole Bishop, qu'ils ont drafté en fin de second tour l'année dernière. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien, vraiment bien, quand il est sorti de Utah. Il a été discret l'année dernière, un peu touché, il me semble, de mémoire en milieu de saison. Donc peut-être que ça peut être lui la solution. Par contre, je suis d'accord avec toi, ça aurait peut-être pu mériter, surtout que la classe de safety était loin d'être inintéressante. Ça aurait peut-être pu valoir le coup de tenter quelque chose. On a vu notamment Xavier Watts aller au Falcon au troisième tour. Euh, Rapport investissement-talent plutôt satisfaisant. Donc ça aurait pu être quelque chose dans cet ordre-là qui aurait pu être tenté, qui aurait pas été déconnant. Avec tout ça en tête, Alex, est-ce que tu as une note à donner à Buffalo? Euh, Moi, je vais partir sur 7 sur 10.
Mhm. Ouais, 7 sur 10 parce que, pour la raison que je viens d'évoquer, ça m'aurait bien plu effectivement qu'il y ait un safety de plus, euh, d'un calibre intéressant, quoi, au-dessus de Damar Hamlin. Et on peut supposer, malgré tout, qu'avec les renforts, Elijah Moore et Laviska Shenault, j'en parlais tout à l'heure, ça reste des joueurs qui, pour l'instant, ont déçu. Donc, ça reste des solutions qui sont très aléatoires pour Josh Allen. Donc, un receveur un peu plus tôt aurait pu être bien vu et bienvenu. Oui, ça me paraît être un bon compromis. Encore une fois, il y a un message clair qui est envoyé sur ce qu'a voulu faire le front office de Buffalo, avec des joueurs, encore une fois, que je trouve intéressants, comment dire, aux compétences assez variées. Maintenant, c'est sûr que voilà, on aura du mal à occulter certains besoins, encore une fois, extrêmement prépondérants peut-être à nos yeux. Je le disais en introduction, c'est sûr que pour des équipes qui sont peut-être à un ou deux joueurs, entre guillemets, d'aller potentiellement chercher le titre, on va être un petit peu tatillon sur certaines choses. Et c'est vrai que se dire que bah, c'est pas plus mal d'avoir des renforts pour Josh Allen, surtout que malgré le potentiel d'un Keon Coleman, bah, on perd pas de vue le fait qu'il a quand même manqué une bonne partie de la saison au rookie aussi. Donc c'est quelque chose qui est pas anodin. Donc c'est sûr que ça aurait peut-être gagné à être un peu plus considéré plus haut. Mais en soi, ça reste une draft assez solide, je pense également comme toi. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire pour cette draft des Buffalo Bills. J'en profite avant qu'on se quitte pour vous rappeler cette nouvelle annonce, à savoir ce partenariat entre Touchdown Actu et l'organisateur donc Hard Work Trip pour vous proposer un voyage NFL en octobre prochain. Ce sera du côté de Los Angeles où vous pourrez d'ailleurs assister à un match des Chargers, visiter des installations NFL ou encore participer, fouler la pelouse du SoFi Stadium du côté de la ville californienne. Tout cela, bien entendu, en profitant de la visite de LA en grandeur nature. C'est donc au mois d'octobre et vous pouvez retrouver toutes les informations si vous ne l'avez pas déjà vu sur touchdownactu.com. Touchdownactu.com, c'est justement là où vous pouvez retrouver l'ensemble des actualités liées à la NFL et à la draft en particulier. Et c'est donc bien connecté au cours des prochains jours et au cours de ce printemps notamment. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast draft. Salut à tous. When your workforce, tech stack, and business needs are evolving all at once, you need HCM software that moves just as fast. That's why Paylocity builds what's next, providing innovative and simplified solutions for clients to tackle the real challenges they face every day. From AI-driven insights to automated workflows across HR, finance, and IT, Paylocity's platform doesn't just keep up, it leads. It's time to simplify complexity, drive results, and move forward together. Start now at paylocity.com/simplified. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse.